Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Il y a quelques années, à l'occasion de l'examen du prestigieux Master of Wine, on a posé la question suivante aux candidats. Si vous ne pouviez sauver qu'un seul cépage, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Cette question originale a généré de nombreuses réponses très créatives, les candidats argumentant sur les qualités de leurs cépages favoris ou les variétés capables de s'adapter au plus grand nombre de sols et de climats. D'autres ont choisi de mettre en avant des variétés propices à la mutation, comme la famille des Pinots, dans l'espoir d'obtenir différents cépages dans le futur. Et un essai a même choisi d'argumenter pour un très vieux cépage médiéval, le Gouais blanc, dont l'analyse ADN a prouvé qu'il était l'ancêtre de nombreuses variétés que nous connaissons aujourd'hui. Pour ma part, si j'avais dû travailler sur ce sujet, j'aurais choisi le Riesling. Je suis très amateur de vin blanc et je ne me lasse jamais de la noblesse des grands chardonnays de Bourgogne ou d'ailleurs, de la verve du Sauvignon ou de la finesse du Chenin blanc. Mais le cépage blanc qui me fascine le plus, c'est le Riesling. En France, on ne le connaît qu'en Alsace, où les vignerons le travaillent avec succès comme un vin blanc sec ou demi-sec, voire liquoreux, dans sa version vendange tardive ou sélection de grains nobles. Zinunbrecht, Kredenweiss, Ostertag ou encore Trimbach sont autant de maisons qui produisent de grands vins dont on aura l'occasion de reparler. Mais la patrie du Riesling, c'est l'Allemagne. La première trace de son existence dans les archives remonte à 1435, et il se répand à travers l'Allemagne au fil des siècles, surtout après la replantation du célèbre domaine du Schloss Johannisberg près de Mayence en 1720. En 1787, le maire de Trèves, Clemens Wenceslaus, décide que toutes les mauvaises vignes doivent être arrachées pour être replantées en Riesling, et à partir de ce moment-là, la Moselle allemande va devenir, avec la Rheingau, le berceau du Riesling outre-Rhin. Aujourd'hui, on le retrouve dans presque toutes les régions viticoles du pays, et c'est le cépage emblématique de l'Allemagne. Parfumé, délicat et versatile, le Riesling est un formidable révélateur de terroir, capable de produire tous les styles de vin, depuis les blancs secs et nerveux aux grands liquoreux d'une finesse incomparable, en passant par les bulles, puisqu'on en fait aussi de superbes vins effervescents selon la méthode traditionnelle. Aujourd'hui, je vous emmène donc à la découverte du Riesling allemand à travers l'un de ses plus prestigieux représentants, dont le nom seul a une puissance d'évocation aussi magique pour tout amateur de vin que Petrus ou la Romanée Conti, Egon Müller. « 1794. Voilà 2 ans que la France révolutionnaire est en guerre contre la première coalition emmenée par l'Autriche, la Prusse et le Royaume-Uni, qui veulent rétablir la monarchie en France et éviter que les idées révolutionnaires ne se propagent à travers tout le continent. Robespierre dirige encore le comité de salut public et les armées de la République se battent sur tous les fronts, et notamment sur les frontières du Nord et de l'Est. Durant l'été, les troupes françaises avancent en Moselle et le général Moreau prend Trèves le 9 août, avant de remonter jusqu'à Coblence. Toute la rive gauche du Rhin est désormais française, et le Directoire fera de ces territoires des départements de la toute jeune République. La ville et ses environs deviennent en 1797 le département de la Sarre, qui restera français jusqu'à la chute de l'Empire en 1814. Comme dans le reste du pays, les révolutionnaires nationalisent tous les biens du clergé, et en 1797, ils vendent les possessions de l'abbaye Sainte-Marie aux Martyrs de Trèves, dont un vignoble situé sur la colline du Schwarzberg à un dénommé Jean-Jacques Corre. Celui-ci reprend les vignes de ce qui deviendra le Schatzhofberg et fonde son propre domaine au pied de la colline dans le petit village de Wiltingen. À la chute de Napoléon, la Sarre redevient allemande, et avec elle le domaine Corre. Mais on notera pour l'anecdote que le plus prestigieux domaine allemand a été fondé en France. Les 20 hectares du Schatzhofberg seront partagés entre ses différents héritiers. L'une de ses filles épousera un Müller et donnera naissance à un fils, Egon Müller, premier du nom. Depuis lors, le prénom s'est transmis à tous les héritiers du domaine, aujourd'hui dirigé par Egon IV.
Tout au long du XIXe siècle, la viticulture allemande jouit d'une grande renommée, et ses vins sont aussi réputés que les grands crus de Bordeaux ou de Bourgogne. Dans ses souvenirs culinaires, le chef Auguste Escoffier raconte la préparation de plusieurs dîners pour des personnalités, et nombre de ses menus mettent en avant des Rieslings allemands. Au fil du temps, la qualité exceptionnelle des crus du Schwarzhofberg va faire du domaine une référence, et en 1900, Egon Müller remporte le Grand Prix à l'Exposition universelle de Paris pour son clos célèbre du Schwarzhofberg. Durement touché par la profonde crise économique qui ébranle la République de Weimar dans les années 20, le vignoble allemand ne se relèvera vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais sans que ses vins n'aient perdu de leur prestige à l'étranger. Dans les années 50, la carte de grands hôtels comme le célèbre Dorchester de Londres propose toujours des grands vins allemands, comme ce Schloss Johannisberg 1949, au même prix que Haut-Brion 47. Après une période difficile dans les années 70 et 80, suite à de désastreux changements de réglementation, le vignoble allemand va retrouver ses lettres de noblesse à la fin des années 90 et il a aujourd'hui repris sa place parmi les meilleurs du monde. Durant toutes ces années, Egon Müller a toujours été un domaine à part, entièrement dédié à la production de grands vins du Schwarzhofberg sans jamais faire de compromis. Il est aujourd'hui considéré comme le plus prestigieux domaine d'Allemagne et ses bouteilles se vendent à des tarifs aussi élevés que les meilleurs crus de Bourgogne. Chaque année, au mois de septembre, une grande vente aux enchères a lieu dans la ville de Trèves et attire des amateurs de toute l'Allemagne et du monde entier, le Grosser Ring. Les producteurs de Moselle réservent pour cette vente leurs meilleurs vins, et c'est la seule occasion pour les professionnels et les collectionneurs d'acquérir certains des plus grands crus d'Allemagne. Lors de la vente 2023, le record a été établi par un magnum de Riesling Birnauslese d'Egon Müller du millésime 2015, qui a été adjugé pour la somme astronomique de 16 000 €. Dans le monde du vin, ce niveau de prix stratosphérique n'est atteint qu'en de très rares occasions par une poignée de domaines légendaires. Et pour comprendre ce qui fait la grandeur des vins d'Egon Müller, il faut que je commence par vous expliquer comment sont classés les vins allemands. La classification allemande est assez complexe et comprend de nombreux styles différents avec une distinction de base entre les vins secs et les vins demi-secs, doux et liquoreux. Si les vins blancs secs ont aujourd'hui le vent en poupe, ce sont les vins doux qui ont historiquement fait la réputation des vignobles allemands. Ce sont les Prädikatswein. Et cette catégorie se divise en 6 classes en fonction de la concentration en sucre des raisins à la vendange. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équilibre de ces vins, et notamment la sensation de sucrosité qu'ils procurent, sont très différents de celles des autres vins doux, et ce, pour 2 raisons. La première tient au fait que le climat continental allemand est typiquement plus froid que la plupart des autres vignobles. Si cette fraîcheur n'empêche pas le Riesling de concentrer les sucres durant la maturation des raisins, elle tend à arrêter assez tôt la fermentation alcoolique. Comme ce processus chimique opéré par les levures transforme les sucres en alcool, une fermentation plus courte signifie que le vin atteindra un degré d'alcool plus faible et gardera plus de sucre résiduel. C'est pourquoi la plupart des Prädikatswein titrent généralement entre 6 et 11 degrés. La seconde raison est que le Riesling est un cépage qui possède naturellement une acidité très élevée et que cette acidité joue un rôle déterminant dans l'équilibre du vin et la sensation de douceur ressentie. À titre de comparaison, si une vendange tardive alsacienne contenant 70 g de sucre résiduel se présentera comme un vin décidément doux, la même concentration en sucre dans un Riesling allemand vous donnera plutôt la sensation d'un vin tendre, voire demi-sec. Le premier niveau des Prädikatswein est le Kabinett, ou vin de réserve, qui contient typiquement autour de 25 g par litre de sucre résiduel pour 11 degrés d'alcool, et propose un style équivalent à celui d'un Vouvray demi-sec par exemple. Les Kabinettes sont issus de raisins normalement mûrs et qui offrent les arômes fruités du cépage allant des agrumes comme le citron ou le citron vert
aux fruits du verger comme la poire ou la pêche. Le deuxième niveau est le Spätlese, ou vendange tardive, qui, comme son nom l'indique, provient de raisins vendangés à un haut degré de maturité et d'une concentration en sucre plus importante, typiquement autour de 70 grammes par litre, avec 9 ou 10% d'alcool. La palette aromatique des Spätlese est généralement similaire à celle des cabinettes, mais la surmaturité des baies se ressent dans l'expression du fruit qui s'oriente vers des notes plus douces de tarte au citron ou de confiture de poire. Viennent ensuite les Auslese, ou sélections, qui sont issus uniquement de raisins en surmaturité, ou affectés par ce que l'on appelle la pourriture noble, le botrytis. Le Botrytis cinerea est un champignon qui se développe sur les fruits à la faveur des automnes humides. En temps normal, le botrytis est un fléau qui peut faire pourrir une récolte tout entière. Mais sous certaines conditions d'humidité, d'ensoleillement et de chaleur, il peut devenir un agent bénéfique qui va transformer les raisins. Ces conditions sont réunies dans quelques vignobles à l'arrière-saison douce et situés à proximité de lacs ou de cours d'eau, comme le Layon dans le Val-de-Loire ou le Ciron à Sauternes, la rivière Bodrog à Tokaj ou la Moselle en Allemagne. Les brouillards matinaux favorisent le développement du champignon sur les baies, mais le soleil de la mi-journée interrompt le processus de pourriture en séchant les raisins. Et si ces conditions se maintiennent au fil des jours, le botrytis concentre les sucres et l'acidité des baies tout en modifiant leur gamme aromatique. Les Auslese allemands offrent des notes d'agrumes, de mangue, de miel d'acacia ou de pâte de coin pour une concentration de l'ordre d'environ 120 grammes par litre de sucre résiduel, comparable à un Sauterne, mais avec une acidité beaucoup plus marquée, et un degré d'alcool plus faible, typiquement autour de 9 à 10%. Dans certaines années exceptionnelles, les conditions de développement du botrytis sont si parfaites que la concentration des raisins peut se poursuivre pendant plusieurs semaines, donnant naissance à des vins hors du commun avec des taux de sucre pouvant atteindre plus de 300 grammes par litre. Les Birnauslese et les Trockenbirnauslese issus de raisins encore plus secs et concentrés. À de tels niveaux de maturité, les levures arrivent à peine à survivre dans des mous aussi sucrés, et la fermentation alcoolique prend des mois, voire des années, pour atteindre péniblement 5 ou 6 degrés d'alcool. Le Trockenbirnauslese 1976 d'Egonmüller a fermenté pendant plus de 3 ans avant d'être mis en bouteille. Et c'est un autre de ces nectars, le Birnauslese 2015, qui a établi le record de 16 000 € à la vente des vins de Trèves en 2023. Enfin, la dernière classe, rarissime, est celle des Eiswein, ou vins de glace. Les baies surmûries sont ramassées encore gelées par des températures inférieures à moins 10 degrés, et immédiatement pressées. La glace encore solide reste dans le pressoir, ce qui donne un jus extrêmement riche à la concentration comparable à un Birnauslese, mais sans la gamme aromatique du botrytis. Pendant plusieurs années, j'ai eu le privilège de distribuer les vins d'Egonmüller à Hong Kong pour la société One Red Dot, ce qui m'a donné l'occasion de goûter les différents vins du domaine dans de nombreux millésimes. Ce qui distingue pour moi Egonmüller du reste de la Moselle et qui explique en partie les prix stratosphériques atteints par ces bouteilles, compter au minimum plus de 100 € pour n'importe quel millésime de cabinette, c'est la pureté exceptionnelle des vins du Schwarzhofberg. Le cœur historique de ce grand cru, Grosse Lage, selon la classification allemande de la VDP, est une colline de 20 hectares avec un terroir de schiste désagrégé et une pente marquée de l'ordre de 40% environ entre son pied à 190 mètres et son sommet à 310 mètres d'altitude. L'exposition et le drainage idéal du coteau, combinés à l'humidité de la rivière toute proche, procurent au Riesling des conditions de maturation idéales tout en favorisant le développement du botrytis. Les vins du Schwarzhofberg offrent une palette aromatique d'une rare complexité, avec des nuances d'une grande finesse. L'équilibre entre la douceur et la fraîcheur, procuré par une acidité fine et aiguisée,
cisèle des vins suaves et aériens et dont la délicatesse dissimule une persistance extraordinaire avec des finales interminables, notamment dans les grands liquoreux. Au cœur du Schwarzhofberg, il reste même encore quelques vignes non greffées centenaires qui produisent un cabinet Alterreben, ou vieille vigne, et un Auslese mis en bouteille sous capsule dorée, tous deux réservés à la vente de Trèves et qui sont de véritables merveilles. Sur une note plus personnelle, j'ai aussi un attachement tout particulier avec le cabinet d'Egon Müller, car c'est l'un des vins que mon épouse et moi avions choisi pour notre mariage. Pour vous donner une idée de ce que sont les vins d'Egon Müller, je ne vais pas me lancer dans une litanie de notes de dégustation qui n'auraient que peu d'intérêt. Mais je veux partager avec vous 2 anecdotes qui m'ont marqué et constituent des moments parmi les plus mémorables de ma carrière de dégustateur. La première remonte à près de 15 ans à l'occasion d'un dîner que j'avais organisé à Macao à l'hôtel Grand Lisboa. Macao, c'est la Mecque des casinos, le Las Vegas de l'Asie. Et l'hôtel Grand Lisboa est un des établissements les plus emblématiques de l'ancienne colonie portugaise. Il possède un restaurant chinois appelé The Eight, qui a longtemps été l'un des seuls au monde à pouvoir s'enorgueillir de 3 étoiles au guide Michelin. À l'époque, le Grand Lisboa était dirigé par Alan Ho, un gourmet accompli qui avait notamment convaincu Joël Robuchon d'ouvrir un restaurant au dernier étage de son hôtel, lui aussi côté 3 étoiles. Grand amateur des vins d'Egon Müller, dont l'hôtel possédait une sélection impressionnante, Alan Ho avait lui-même supervisé l'organisation de ce dîner et la préparation du menu et des accords mets-vins. Mon épouse devait m'accompagner pour cet événement, mais suite à un empêchement de dernière minute, c'est finalement mon ami Daniel Schneerson qui a fait avec moi le court trajet en bateau d'1 heure pour rejoindre Macao depuis Hong Kong et participer à ce dîner mémorable. On dit souvent que le Riesling est le plus versatile de tous les vins, capable de s'accorder avec tous les types de plats, et nous en eûmes ce soir-là une démonstration éclatante. Un cabinet de 2004, aiguisé et salin, servi sur des couteaux à la cantonaise. Un Auslese 99 aux accents exotiques et miellés pour accompagner un canard laqué. Ou encore un Spätlese 89, se mariant à la perfection avec des cubes de bœuf wagyu grillés aux épices. Ce dîner mémorable reste, à ce jour, le plus formidable menu accordant mets et vins qu'il m'ait été donné de goûter. La deuxième expérience que je voudrais partager avec vous, c'est la dégustation du plus rare et du plus fameux des vins d'Egon Müller, le Trockenbieren Auslese, ce vin liquoreux issu de raisins extrêmement botrytisés. Egon II avait produit le premier millésime au domaine en 1959, et j'ai pour ma part eu la chance de goûter le millésime 75 avec Egon Müller lui-même. Et je vous livre ici mes notes de cette dégustation hors du commun. Quelle couleur extravagante! D'un brun ambré à cœur, le vin présente dans le verre incliné un dégradé de jaunes et d'or qui va jusqu'au vert pomme au niveau du disque. Des nuances de miel d'acacia, de grains de café et de raisins de Corinthe composent le premier nez qui évolue peu à peu sur des arômes rappelant le caramel et la tarte tatin. En bouche, la richesse extravagante de l'ordre de 3 à 400 grammes de sucre résiduel par litre, même Egon Müller lui-même n'a pas pu nous préciser la concentration exacte, est parfaitement équilibrée par une acidité irréelle qui maintient le vin sur le fil dans un équilibre de funambule. Absolument grandiose, le palais est d'une grande suavité et révèle peu à peu des notes d'écorce d'orange qui s'éternisent dans une finale interminable. On touche ici au sublime et à la perfection. Les vins d'Egon Müller sont un peu délicats à trouver, car la notoriété croissante du domaine à l'international, et tout particulièrement en Asie, alimente aujourd'hui une très forte demande qui tire les prix à des niveaux très élevés. Si vous voulez néanmoins vous offrir le plaisir de goûter la production du domaine sans vous ruiner, vous pouvez rechercher la cuvée Schwarzhof, qui assemble les jeunes vignes du Schwarzhofberg avec les autres parcelles du domaine
dans un style assez proche du cabinet, quoique moins intense et moins complexe. Vous pouvez aussi rechercher les vins de l'autre propriété des Godmuller dans le village, le domaine Le Galet, acheté par la famille en 1953 et qui travaille sous une autre étiquette, le cru du Braunekup, dans le même village de Wiltingen. Mais une autre opportunité de goûter le savoir-faire de ce maître du Riesling est de rechercher les vins du château Béla en Slovaquie, avec lequel Müller travaille depuis une vingtaine d'années, main dans la main avec le vigneron Miroslav Petreš. Ce vin demi-sec, qui évoque lui aussi l'équilibre d'un cabinet, ne coûte qu'une fraction des vins du Schwarzhofberg, tout en offrant une délicieuse expérience de dégustation. Enfin, Egon Müller travaille également en Australie avec Michael Andrew Warta de Eastern Cellars pour produire un Riesling sec dans les Adelaide Hills, Kanta. Mais ce vin est virtuellement introuvable en Europe en dehors du Royaume-Uni. J'espère que cette présentation des vins d'Egon Müller vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.